Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les actualités et les tendances de la planète marché avec deux experts à nos côtés ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Arnaud Morel. Bonsoir Arnaud Morel. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat chez Prompar Asset Management et on a le plaisir d'accueillir également Benoît Pelloual. Bonsoir Benoît Pelloual. Bonsoir. CIO chez Natixis Wealth Management. Je vous propose messieurs de commencer peut-être d'ailleurs avec vous Benoît Pelloual avec le sujet qui est dans la presse depuis une semaine, depuis que le gouvernement Bayrou n'a pas eu la confiance de l'Assemblée nationale sur une thématique budget. Et ce sujet, c'est la notation de la France ce soir par l'agence Fitch. Va-t-on passer de A à A+? Est-ce que c'est une inquiétude? Comment est-ce que vous regardez ça? Et comment est-ce qu'on regarde ça d'un point de vue financier, marché, Benoît Pelloual? Du point de vue des marchés, je pense que les dés sont jetés, personne ne se fait vraiment d'illusions, sinon il y aurait des réactions un peu plus stressées, un peu plus tendues dans l'anticipation de la décision. Maintenant, la décision n'est pas acquise non plus, encore une fois, on n'a pas de budget. Donc pour une agence de notation, c'est quand même très compliqué de se prononcer sur la notation d'un pays quand il n'y a même pas de budget. Bien sûr. Donc on ne peut pas exclure qu'il ne se passe rien en réalité. Ça reste un scénario qu'on reste sur la note. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il ne changerait pas grand-chose du point de vue des marchés? En fait, tout le monde connaît la situation, enfin les marchés connaissent bien la situation budgétaire française. Maintenant, dans le raisonnement des agences de notation, depuis assez longtemps, il y a cette idée de dégradation de la perception des institutions, de la capacité à lever de l'impôt. On voit qu'il y a une forte résistance à l'impôt là, qui se manifeste en France depuis quelques temps. Donc ça, c'est des critères effectivement qui plaident pour ça, qui ont déjà été soulignés par l'agence, donc qui pourraient être un élément qui justifie la dégradation. Dégradation ou pas, en réalité, je sais pas si, je doute que ça génère immédiatement un scénario de stress pour les marchés, en réalité. Encore une fois, la situation budgétaire française est plutôt bien connue. Il n'y a pas de... Le FMI n'est pas à nos portes non plus. Encore une fois, quand on regarde la situation budgétaire de la France, mais dans son ensemble, qu'on inclut les ménages, les entreprises, le solde courant, donc vis-à-vis de l'international, il est quasiment à l'équilibre. C'est une vraie problématique des finances publiques. D'accord. Et c'est quelque chose qui va se régler dans le temps, en réalité. C'est quelque chose qui va être assez long. Et donc le scénario de stress immédiat, on ne le voit pas. La dette française se place sans trop de soucis sur les marchés. Néanmoins, il y a un effort qui est très important à faire. Juste quelques chiffres, mais le déficit structurel, donc hors récession, on est autour de 3. Il faut comparer ça au solde qui permet de stabiliser les ratios de dette sur PIB. Le problème, c'est qu'on a une croissance qui est tellement faible, comparé au niveau de taux d'intérêt, ne nous autorise pas à avoir un budget théoriquement, un déficit théoriquement relativement plus élevé que 1% en réalité. Oui, donc l'effort, qu'on fasse un effort de 44 comme c'était prévu avec Bayrou ou de cette descente de plan-là, c'est pas l'enjeu en fait. L'effort, il a déjà été à peu près estimé. On est plutôt d'un effort autour de 120-130 milliards à faire sur plusieurs années pour espérer stabiliser nos ratios de dette sur PIB. Et donc ça, les marchés l'ont déjà bien en tête. Le scénario de stress un peu plus important, à notre sens, il est peut-être un peu plus tard. L'Allemagne a un programme de dépenses considérable ces prochaines années, 850 milliards. Ça implique des émissions de l'ordre de 175 à 200 milliards par an, par rapport à 50 l'année dernière. C'est là où le papier français peut être victime d'une concurrence sur les marchés. Une plus grande concurrence Exactement. sur les marchés. C'est plus ça qui pourrait générer un peu de stress pour les marchés, à mon avis, cet effet offre de papier sur le marché en même temps, que la situation budgétaire en elle-même, qui aujourd'hui est bien connue et dont on sait que la vraie problématique, c'est une problématique de croissance insuffisante qui va prendre probablement plusieurs années à être adressée. Arnaud Morel, deux questions en une. Donc si je comprends bien, cette notation Fitch, elle est plus symbolique et politique que financière à l'heure actuelle, puisque la situation française est connue. Mais si on met en regard la situation française avec la décision de la BCE de ne pas baisser ses taux hier, avec les prévisions de croissance de la BCE sur les pays de la zone euro, et donc la France qui semble plutôt pas faire partie des meilleurs élèves à l'heure actuelle quand même dans sa participation à la croissance européenne, comment est-ce que vous analysez cette situation ? Comme l'a dit Benoît, aujourd'hui, on a quand même une croissance qui a été revue en hausse sur la partie européenne par la Banque centrale, hier. Oui. Donc les points importants, c'est qu'on voit déjà que la consommation reprend. Déjà la France, ça c'est un point positif. La révision, on va arriver péniblement à des 0,6% de croissance économique cette année, mais on va y arriver. L'année prochaine, on sera aux alentours de 0,7%. Donc ça, c'est des points positifs. L'épargne, on voit aussi qu'elle stagne. Ça ne repart pas, les niveaux d'épargne, c'est-à-dire que psychologiquement, le Français stoppe, on va dire, sa capacité d'épargne. C'est ce qu'on voit sur les 2-3 derniers mois. C'est comme des éléments aujourd'hui qui sont positifs. Donc aujourd'hui, la notation, c'est bien connu par tous les marchés. Ça peut mettre un coup de stress, notamment sur certaines valeurs, on va dire, un peu longues en duration,
sur la marché action. Ça, Bien c'est sûr, un point oui. à surveiller. Et on l'a bien vu au moment où il y a eu l'annonce de Bayrou, quelques stocks qui ont été bien attaqués, mais bien identifiés. Donc, c'est bien un problème qui devient spécifique, moins systémique, on va dire, dans la partie française en termes de stock picking. Donc, ça, c'est les points importants. L'élément important aussi, c'est que la France, c'est l'expert quand même européen sur les émissions obligataires. Donc, c'est un marché qui est quand même bien liquide, avec des durées de maturité bien diversifiées, une densité, on va dire, sur la partie duration, ce qui permet aujourd'hui de ne pas avoir trop de risques si demain on avait des taux qui devaient s'envoler sur la partie française. Donc, on va dire que c'est une dette qui est bien gérée par la France. Donc ça, c'est quand même un point positif. Et alors, je réagis là-dessus. Une dette bien gérée, mais avec une prime de risque supplémentaire, est-ce que c'est une opportunité pour les investisseurs? Aujourd'hui, en tout cas, clairement, sur l'émission de la semaine dernière, sur du 10 ans français, ça a été sursouscrit. Donc, c'est identifié qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui sont sur des baisses de politique monétaire, on est sur potentiellement une baisse de la croissance économique mondiale. La conclusion, c'est que vous avez normalement des rendements obligataires qui vont baisser. Donc, il semble aujourd'hui quand même opportuniste, en tout cas pour les investisseurs. D'aller les chercher. La situation finalement sur les obligations françaises, peut-être opportun, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est dessiné sur les dernières enchères françaises, clairement. Christine Lagarde qui prenait la parole hier à l'issue de sa réunion de politique monétaire, bon, pas de grande surprise, mais surtout pas de baisse de taux. François Villeroy de Galhau qui ce matin dit attention, c'est pas parce qu'il n'y en a pas eu qu'il faut se dire qu'il n'y en aura plus du tout. Comment est-ce que vous l'analysez, vous, Arnaud Morel, sur vos scénarios d'investissement d'ici la fin de l'année? Qu'il est urgent d'attendre. D'accord. Ce qu'on disait en amont de l'émission, c'est que vous avez aujourd'hui 3 baisses de taux qui sont anticipées par la Banque centrale américaine. Vous avez un euro qui s'est apprécié face au dollar de 13%. Vous voyez que dans certaines valeurs, c'est ce qui est annoncé sur les publications semestrielles, que l'impact aujourd'hui de la hausse de l'euro et de l'affaiblissement du dollar, il n'est pas neutre. On voit des sociétés sur Schneider, ils ont révisé de pratiquement 3% leurs bénéfices par action, rien que sur la devise. De facto, aujourd'hui, ce qui était un avantage concurrentiel avec la dévaluation de l'euro sur les 2 dernières années, aujourd'hui peut devenir un obstacle. De facto, ils doivent attendre et se positionner en fonction de ce que fera M. Powell dans les prochaines semaines et d'être attentifs à l'évolution du marché de l'emploi et de l'économie américaine. Parce que si on bouge les taux aux États-Unis la semaine prochaine, ce sera que sur la partie emploi et non inflation. On l'a bien vu sur les chiffres d'inflation qui sont ressortis. On ressort à 2,9, mais on ressort toujours avec une inflation qui reprend une pente haussière sur les 2 derniers mois. Donc c'est le point important. Donc il était très important de ne pas bouger. En plus, ne pas bouger, pourquoi? En attendant d'aller voir, de voir ce que potentiellement pourrait faire la Fed? Exactement, pour voir un petit peu si on ne va pas avoir une augmentation, une dépréciation encore plus importante du dollar versus euro. Clairement, en tout cas, c'est ma vision en qualité d'allocataire d'actifs et de stock picker. Aujourd'hui, l'observation que j'en fais. Benoît Pelloual, alors on entend des analystes ou des économistes dire attention quand même, quand les banques centrales commencent à prendre des stratégies différentes, c'est jamais bon signe sur la santé de l'économie mondiale. Ce que nous dit Arnaud Morel, c'est peut-être que là, vu que tout le monde s'attend à ce que la Fed baisse ses taux, c'était pas mal aussi de voir que la BCE attende pour se positionner ensuite. Quelle est votre analyse sur justement ces stratégies différentes aujourd'hui, que ce soit du côté européen ou du côté américain? Évidemment, tout le monde, tous les marchés auront les yeux plutôt tournés vers la Fed et ce qui va se passer avec l'économie américaine, parce qu'en fait, c'est la Fed et l'économie américaine qui font figure d'anomalie. En fait, partout dans le monde, on a ajusté les politiques monétaires. Si on regarde ce qu'a fait la BCE, le discours de Christine Lagarde est parfaitement logique. En fait, le job est réalisé, c'est-à-dire que on a remonté les taux, l'économie a freiné significativement, certains pays sont même brièvement passés en récession. On a retour à la maîtrise de l'inflation autour de l'objectif. Elle a un mandat, c'est l'inflation, c'est le mandat, exactement. Et en plus, on voit bien le taux de la BCE, c'est ce qui fait la grosse différence avec la Fed et qui montre qu'effectivement, on a bien resserré la politique monétaire et qu'on a réalisé un atterrissage de l'économie. C'est que les taux de la BCE en réel sont passés assez significativement au-dessus du rythme de la croissance. Bien sûr. Et donc l'économie a atterri. On a un profil, j'ai envie de dire, à peu près normal. Et donc là, maintenant, il faut attendre de voir s'il y a un début de reprise ou pas de la croissance, éventuellement de revenir en soutien si c'est nécessaire. Parce que effectivement, c'est pas forcément acquis parce qu'il y a pas mal de risques sur l'économie européenne. Déjà en interne, effectivement, un contexte politique en France, mais aussi ailleurs, qui génère des comportements d'épargne où on met beaucoup d'épargne de côté. C'est un sujet qui dynamise pas forcément la croissance. On a
un taux d'emploi, enfin un taux de chômage qui est quasiment à plus bas, donc ce qui montre que l'atterrissage a été réalisé, donc ça c'est plutôt de nature à stimuler la consommation, mais en face, on va avoir l'impact sur le commerce mondial des barrières douanières de l'administration Trump, et on a aussi effectivement le paramètre de l'euro qui s'est significativement apprécié par rapport au dollar et qui de nature à justement faire baisser, à peser sur le rythme de l'inflation. Oui, bien sûr. Nous, on n'exclut pas qu'un peu plus tard dans l'année, on ait une nouvelle baisse de taux de la part de la BCE, de façon à essayer d'accompagner un peu ce mouvement de reprise, de début de reprise un peu timide. On a des vents contraires par rapport à ça, donc il y a peut-être probablement matière à justement soutenir un peu le cycle, mais maintenant, effectivement, tous les yeux vont se tourner justement vers la Réserve fédérale américaine. Et avec en Europe aussi une concurrence chinoise de plus en plus importante aussi, ou l'arrivée de produits chinois qui viennent concurrencer aussi la production européenne, ce qui rajoute au scénario que vous décrivez. Effectivement, ça y rajoute, mais le paramètre de l'euro est quand même très très important. Vraiment, ça c'est un élément considérable qui peut amener ce qu'on appelle un undershooting de l'inflation, faire passer l'inflation sous l'objectif, si d'autant plus qu'on maintient une épargne aussi importante, c'est clairement pas un scénario à exclure. Si je vous suis, Benoît Pelloual, la question d'une baisse de taux la semaine prochaine, ça n'est pas que effectivement un sujet politique entre une pression du gouvernement américain sur la Banque centrale américaine, c'est aussi une nécessité pour l'économie américaine aujourd'hui. Oui, quand on essaye de s'extraire des problématiques politiques d'indépendance de la Fed qui sont bien réelles, mais qui probablement pèseront sur les décisions dans les prochains mois. Mais là, en l'occurrence, effectivement, quand on regarde le marché du travail, il y a matière à baisser les taux. Il faut ajuster la politique monétaire aux États-Unis. C'est peut-être même déjà trop tard quand on regarde l'ampleur des révisions et la photo qu'on a aujourd'hui du marché du travail aux États-Unis. Si on prend en compte les révisions qui ont été réalisées, rien que sur cette année, l'économie américaine n'a pas créé plus d'1 million d'emplois, mais moins de 600 000. C'est pas du tout la même photo. Et ce qui est problématique, c'est le rythme de ces créations d'emplois. Quand on regarde le rythme actuel, en moyenne 3 mois, on est sur un rythme qu'on voit typiquement en cas de ralentissement assez important, voire même d'entrée en récession. Donc ça, c'est effectivement un sujet très important. Ça fait partie du mandat de la Fed. Et donc ce marché du travail, effectivement, ça ne se voit pas trop dans le taux de chômage parce qu'il y a tout un tas de paramètres démographiques qui entrent en ligne de compte. Mais quand on regarde les relations historiques entre les soft data et ces créations d'emplois, le taux de chômage, il ne devrait pas être à 4,3, mais plutôt autour de 5 aux États-Unis. Donc il y a matière, vu du marché du travail, à ajuster la politique monétaire. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus que 25 points de base et faire un pré-commitment sur la suite? C'est difficile parce qu'il y a la problématique de l'inflation. Et on a une inflation qui n'autorise pas véritablement à baisser les taux. Encore une fois, les chiffres de l'inflation sont tombés tout récemment. On est au-dessus de l'objectif. Qu'on prenne en 3 mois, 6 mois annualisés, 12 mois, on est au-dessus de l'objectif. Et la tendance est à la réaccélération. Quand on regarde l'inflation fondamentale, les services cœurs aux États-Unis, ils sont encore trop élevés, au-dessus des moyennes historiques. Quand on regarde ça par rapport au coût du travail, la dynamique des salaires, elle n'est pas du tout compatible avec une inflation à son objectif, mais plutôt autour de 3. On n'a pas encore regagné la maîtrise de l'inflation aux États-Unis parce qu'on n'a pas subi un ralentissement suffisant de l'économie. Et ça, c'est quelque chose qui peut empêcher la Fed de délivrer plus et de délivrer en tout cas, là où les marchés peuvent être déçus, c'est qu'ils attendent beaucoup grâce à ces chiffres de l'emploi, mais l'inflation n'autorise pas beaucoup plus. Historiquement... Attendre beaucoup, ça veut dire attendre plus que 25 points de base ou attendre plusieurs baisses de taux successives? C'est ça, nous on pense qu'il y aura plusieurs baisses de taux successives, ça serait justifié du point de vue du marché du travail, mais attention, c'est là où il y a un risque, parce que c'est pas forcément acquis qu'on entre dans un cycle d'assouplissement monétaire aussi simplement, à cause de cette problématique inflationniste toujours persistante, et à cause d'une relative prudence. Historiquement, la Fed n'a quasiment jamais baissé ses taux dans une telle configuration. Les seules fois où c'est arrivé, c'était en 80 ou en 2001, et à chaque fois, ça répondait à une situation d'urgence. 80, l'économie était très largement en récession. 2001, les marchés actions avaient significativement chuté. C'était le début de l'éclatement de la bulle TMT. Et en 80, notamment, ça a été une erreur. Derrière, l'inflation est revenue très, très rapidement. Donc, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Donc, c'est à garder en tête. C'est pas acquis qu'on ait un assouplissement aussi ample de la part de la Réserve fédérale du fait de l'inflation. Arnaud Morel, assouplissement monétaire de la Fed dans un contexte où les marchés actions aux États-Unis sont au plus haut. On va de record en record. Quel est votre scénario, vous? Je pense que le 25 points de base pour la semaine prochaine, il est acquis. Il est acquis. Oui. Je voulais compléter un point que, comme le disait Benoît, les JOLTS qui sont sortis il y a une dizaine de jours ont montré qu'il y avait aujourd'hui plus de chômeurs que d'offres d'emploi. Une première depuis 2000. Donc voilà, il y a plein d'éléments aujourd'hui qui poussent et activent pour qu'on ait une baisse de 25 points de base. 50 points serait
on va dire une surprise. Comme on disait précédemment, ce serait peut-être soumis à une pression politique. Je doute que M. Powell agisse comme cela, mais bon, on peut avoir des surprises tout de même. Ou alors on peut se poser la question dans l'autre sens, et s'il n'y avait pas eu de pression politique, est-ce que du coup la baisse aurait pu être plus significative ? Le marché de l'emploi, comme tout ce qui a été dit précédemment, montre quand même des signaux de faiblesse quand même importants. Donc ça, c'est les points à suivre. Maintenant, les marchés financiers, ils voient les conditions financières s'assouplir. Dans ce schéma-là, on a une manne de liquidité record sur les marchés financiers et on a le boom de l'intelligence artificielle. Et en plus, vous avez le put de fin d'année qui peut soutenir les marchés avec une baisse des taux directeurs, même 3 baisses des taux directeurs anticipées sur les marchés financiers. Donc, on va dire que le marché se positionne toujours comme cela dans un excès d'optimisme ou un excès de pessimisme. Et là, on est peut-être en bel excès, en tout cas d'optimisme, en tout cas sur certaines valeurs de croissance américaines, avec des niveaux de valorisation qui sont quand même très importantes aujourd'hui. Là, on parle de tech ou pas forcément ? On parle de valeurs technologiques américaines, mais pas que. On le voit aujourd'hui sur des dynamiques. On regarde le S&P 500 aujourd'hui, cette année, c'est 15% de croissance de bénéfices par action, d'accord ? Les 75%, c'est donné par les 7 magnifiques, les 5 plus grandes capitalisations. Et les 493 valeurs font du 2-3% de croissance de bénéfices sur le T2, T3, T4, 25. Donc aujourd'hui, la valorisation, elle est même beaucoup plus exagérée en prime de risque et en relatif par rapport à l'historique sur les 480 autres valeurs. Donc le marché aujourd'hui emmène beaucoup de valeurs sur des niveaux de valorisation très élevés. Après, toute la thématique intelligence artificielle, clairement, vous êtes aujourd'hui, on surfe dessus. Je fais peut-être une introduction. La question sur la bulle va arriver, mais je vous en prie. Après on le voit, c'est sur les publications et ce qui est annoncé. Vous avez aujourd'hui Supermicro qui, à l'Open, prenait 5%. D'accord ? C'était aujourd'hui sur la livraison des racks de Nvidia. D'accord ? Ça ne mérite pas forcément aujourd'hui de prendre 5%. Vous avez la publication de Broadcom qui est très bonne, mais aujourd'hui, c'est le partenariat avec OpenAI, les commandes de des milliards qui font que la valeur prend 10%. Sur la publication, en l'état même, elle n'est pas bonne. Vous êtes en dessous en termes de chiffre d'affaires, vous êtes en dessous en termes de bénéfices. C'est la partie cloud qui est en croissance phénoménale, qui aujourd'hui représente 57% du business. Et on voit que ça aujourd'hui. Et c'est ça, c'est une des questions qu'on peut se poser, c'est que finalement on voit des valeurs bondir et s'envoler en bourse. Alors je prends le cas d'Oracle plus précisément, mais sur la base de carnets de commandes, donc de promesses de réalisation de chiffre d'affaires futurs. Est-ce qu'on s'emballe pas un peu dès qu'on voit marqué OpenAI ou AI dans les publications de résultats ? Adobe qui publie ses résultats, je vois que les analyses qui en sont faites, on récupère la phrase du PDG qui effectivement dit qu'ils sont les premiers sur les agents créatifs d'intelligence artificielle. C'est comme ça il y a arbitre quelque part les valeurs tech aujourd'hui ? Le thème de l'intelligence artificielle est indéniable aujourd'hui, puisque vous regardez, c'est les hyperscalers en grande majorité aujourd'hui qui font tous les capex. Bien sûr. Logiquement, et on le voit boursièrement comment ça se traiter, vous avez toute la partie software aux États-Unis avec des Salesforce, des Accenture qui coulent en bourse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pris le pas de l'IA. Donc, on peut imaginer dans les perspectives futures de capex sur l'intelligence artificielle qu'on ait toute la partie software qui prenne le relais. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que les capex qui sont mis vont-ils permettre de réaliser les gains de productivité pour les hyperscalers ? C'est la grande question aujourd'hui. Donc OpenAI, aujourd'hui, ça fait l'appui et le beau temps en bourse. Ça amène les niveaux de valorisation sur des niveaux très importants. Vous avez des projets qui sont mis en place, qui sont très importants, de 500 milliards, notamment sur la partie Oracle. Partenariat avec OpenAI, il n'est lu que ça dans le message, d'accord ? Et ça suffit. D'accord. Maintenant, mais qu'en pense du coup le gérant qui doit faire des analyses ? Aujourd'hui, on fait abstraction de cela. On maintient bien sûr une allocation sur ces titres-là, ou en tout cas sur ces zones-là. Par contre, on est plus d'avis aujourd'hui à prendre des bénéfices, et ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on prend des bénéfices sur cette thématique-là, mais on va dire qu'on a une fin d'été qui est vraiment on the fire sur les marchés financiers, ou une seule petite nouvelle, c'est tous les jours. Ça a commencé il y a 10 jours avec Alphabet et on va dire l'annonce du tribunal qui a permis de garder son moteur de recherche. Apple qui a suivi, alors qu'Apple, on doute quand même un petit peu aujourd'hui sur ses capacités de croissance, mais Apple suit parce qu'ils vont permettre et garder, on va dire, Chrome en termes de moteur de recherche, pouvoir verser les 20 milliards. Donc c'est aujourd'hui un blue sky scénario qui est en train de se matérialiser sur les valeurs technologiques américaines, en disant que le schéma IA est toujours présent, il va y avoir des relais,
Aujourd'hui, il faut faire attention aux valorisations. Une dernière question avant d'entendre Benoît Pelloual sur le sujet. On entend souvent les multiples sont trop élevés, les valeurs sont trop chères. Et puis il y a souvent des défenseurs de la tech qui nous disent oui, mais regardez les chiffres d'affaires, anticipez le potentiel des valeurs en question. Vous, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est attention quand même, un petit peu de prudence et de mesure sur le sujet. Exactement, ouais. Tout à fait. Je pense que j'ai argumenté dans ce sens, bien sûr. Benoît Pelloual, comment est-ce que vous voyez cette thématique intelligence artificielle en bourse à l'heure actuelle? Enfin, c'est même pas cette thématique, c'est cet argument dans les publications de résultats de certaines entreprises tech. Je rejoins largement ce qui va être évoqué sur les valorisations. On pense qu'on est revenu à une forme d'exubérance qu'on avait vue en début d'année, justement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde depuis 2 ans, l'évolution des multiples a suivi, dans l'ensemble du marché, a suivi justement la génération de profits. Sauf que maintenant, on est dans une situation où effectivement les valorisations semblent tendues, en concomitance avec un environnement macro dans lequel l'économie est appelée à ralentir, et des taux d'intérêt qui sont encore relativement élevés. Donc c'est pas forcément ces valorisations absolues qui posent problème, c'est d'avoir de telles valorisations avec des niveaux de taux qui sont encore relativement élevés, qui ne se sont pas encore ajustés. Et c'est ça qui fait que d'un point de vue d'allocation active, c'est compliqué. On parle d'exubérance parce que voilà, quand on compare, on fait une valorisation relative au niveau de taux d'intérêt, on a une prime de risque qui est même quasiment négative aux États-Unis. D'accord. Donc ça, c'est effectivement un gros signal qui vous dit que, attention, sur ces niveaux de valorisation, il faut être relativement prudent. Maintenant, encore une fois... Donc Oracle est trop cher, c'est ça qu'il faut comprendre? Je ne vous demande pas de s'exprimer sur une valeur en particulier, mais en tout cas un bond de 30% sur la base d'un partenariat avec OpenAI. Si on essaye de prendre un peu de recul, qu'on regarde ce qui génère notamment ces profits, il y a 2 choses. Il y a notamment une vraie dynamique de productivité. Et c'est ça qui rend les gens relativement confiants, notamment pour l'avenir, fondamentalement, c'est que l'intelligence artificielle, la tech, génère des gains de productivité. On le voit bien, si on compare la productivité et les salaires, notamment aux États-Unis, on explique bien les profits, c'est-à-dire que les boîtes ont très largement déformé la valeur ajoutée en faveur des profits grâce à une super productivité qu'on n'avait pas habituellement. D'accord. Donc ça reste relativement justifié. Maintenant, il ne faut pas oublier que depuis la fin du Covid, les ménages avaient un stock d'épargne relativement important, on consommait beaucoup plus facilement, les hausses de prix ont facilement été acceptées par les ménages, etc. Et donc, il y a eu toute une espèce de facilité à piloter ces marges pour l'ensemble des boîtes, l'ensemble des entreprises américaines. Quand on regarde le poids des profits dans le PIB et qu'on met ça en lien avec les valorisations, on s'aperçoit qu'on est dans une situation qui fait figure d'anomalie. D'accord. C'est-à-dire que les marchés valorisent cette espèce d'anomalie des profits, où on a des profits très importants, comme quelque chose qui va être vraiment durable dans le temps. Nous, on pense que c'est tout à fait possible pour la tech dans le temps, vu le rôle que ça joue dans la productivité, et qui fait la différence de l'économie américaine par rapport aux autres, ces gains de productivité. Néanmoins, aujourd'hui, on peut se poser la question, dans cette configuration de ralentissement de l'économie, s'il ne va pas y avoir une phase de retour à la réalité où justement on va effectivement peut-être un peu édulcorer ces perspectives. On voit que dans les flux notamment qui concernent la tech, dans le venture capital, etc., les flux commencent à être beaucoup moins importants. D'accord. Donc ces investissements mirobolants extrêmement importants sur lesquels tout le monde se félicite, c'est probablement vrai, mais il y a peut-être effectivement un petit peu d'excès d'enthousiasme autour de tout ça. C'est plus un risque de déception qui amènerait une forme de correction à notre sens qui est à redouter sur ce type de valeur. Une question peut-être en lien avec l'économie aux États-Unis et ces valeurs tech. Ces valeurs tech qui performent beaucoup, ça ne les empêche pas de licencier. On parle de gains de productivité, ce qui peut éviter de créer des emplois supplémentaires, si ce n'est supprimer des emplois existants. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux aussi là par rapport à la situation de l'emploi aux États-Unis et ces gains de productivité promis par quelques valeurs en bourse qui vont de record en record? Si, c'est une des raisons pour lesquelles ces valeurs de tech, fondamentalement, à long terme, etc., restent relativement attractives, même si on a ce risque de déception. C'est que ce sont des sociétés qui ont grossi extrêmement vite, où on a recruté énormément sans faire trop attention, et en réalité, il y a une marge en termes de restructuration qui est très très importante, et c'est probablement l'histoire à venir, la seconde histoire dans ce volet tech, c'est effectivement cette capacité à justement à piloter les coûts de façon beaucoup plus rigoureuse que ça n'était le cas auparavant. C'est pour ça que c'est plus un risque, j'ai envie de dire, de correction qui concerne ces valeurs, plus qu'une remise en cause fondamentale de la thèse d'investissement.
Maintenant, effectivement, si ça rejaillit sur la macroéconomie... Ça peut avoir une incidence, oui, effectivement, sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la nécessité de la Fed de venir soutenir cette économie et ce marché du travail. Exactement, c'est une des raisons qui fait que d'un point de vue macroéconomique, nous on est depuis très longtemps convaincus que même l'économie américaine, il n'y a pas de magie, elle n'échappera pas à son ralentissement, c'est même nécessaire pour retrouver la maîtrise de l'inflation fondamentalement, et effectivement, ça passera par une remontée du taux de chômage, et c'est la configuration qui est vraisemblablement en train de se profiler. Arnaud Morel, un mot sur ce sujet où on va en Chine? On va en Chine plutôt. En Chine, ça me va très bien. On parle de valeurs tech, il y a des valeurs tech qui fonctionnent très bien aussi, également en Chine. Alibaba que vous regardez, je regardais sur un mois, on a gagné près de 20-25% sur la valeur. Est-ce que c'est le retour des investissements sur le sol chinois aujourd'hui, Arnaud Morel? Alors, avec parcimonie, pour les raisons qui ont été exprimées précédemment, c'est le niveau de valorisation du marché américain relatif par rapport aux conditions macro-microéconomiques et tout ce qui a été cité précédemment. Aujourd'hui, vous avez la technologie chinoise qui a un soutien politique important. Vous voyez les tergiversations entre M. Xi Jinping et M. Trump. Vous voyez M. Trump qui taxe aujourd'hui l'exportation des puces de Nvidia de 15%, enfin il doit les rapatrier à l'État américain. M. Xi Jinping entend tout ça. Jack Ma aujourd'hui prend le relais, patron d'Alibaba aussi. Aujourd'hui, vous avez l'annonce d'hier, on prend l'exemple de celui-ci, et après je vais rétropédaler sur ce qui s'est passé au cours de l'été. C'est Baidu et Alibaba qui annoncent qu'ils sont en capacité demain de produire des puces pour leur système d'information, pour leur AI industriel. Donc ça, c'est des points importants. Et ce qui fait que vous avez une dizaine de pourcents qui sont pris sur les titres d'hier. Et vous avez, suite aux annonces justement de taxes de M. Trump, vous avez le gouvernement chinois qui a mis en place beaucoup d'incentives et surtout a dit qu'il fallait privilégier aujourd'hui les constructeurs locaux de puces, et on a eu une explosion de 50% sur 2 jours de tous les producteurs de puces chinois, avec des Cambricon dans lesquels on n'est pas du tout investi, mais c'est important de citer parce que c'est les nouveaux noms qu'on entend et qu'on va entendre, un petit peu comme ce qui est arrivé sur l'automobile. Donc c'est important à savoir. Donc du coup, on a fait le choix de diversifier notre allocation technologique US versus Chine. D'accord. Ça, c'est un point important dans les portefeuilles. Parce que la Chine peut devenir un concurrent sérieux sur le sujet tech et un concurrent autonome. Autonome et surtout un gros demandeur qui a énormément aujourd'hui de parts de marché chez des sociétés comme Nvidia, comme Broadcom ou chez Intel. Donc aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on en est dans la maturité des produits? Est-ce qu'on a besoin de puces de puissance très très importante pour construire un système d'intelligence artificielle? Ça a été démontré, alors je mets toujours des guillemets, par DeepSeek en début d'année, qui a réussi à monter, il faut faire très attention à ce qu'il dit, mais en un an a réussi à monter un système d'information très performant. Donc c'est un peu ça aujourd'hui. Donc on regarde tous ces titres-là, on aime bien aujourd'hui Alibaba. Alibaba est un conglomérat. En général, on n'aime pas trop ça en bourse. Ça nous va très bien dans les pays émergents ou ou dans les pays avec une petite instabilité politique, parce que vous avez divers métiers qui sont en capacité de rattraper. Vous avez l'e-commerce, la partie technologique, la partie finance, la partie cloud, et sur Alibaba, publication fin juillet, c'est les perspectives de croissance sur la partie cloud de la société. On attend sur le T1 2026 36% de croissance, on a fait 24 et on a fait 16 le trimestre précédent. Donc ça, c'est aujourd'hui. On voit aujourd'hui les acteurs chinois démontrer leur force sur cette activité-là. Et elle est là, la guerre aussi technologique, en tout cas hors que commerciale sur la partie-là. Donc ça nous intéresse. Les valorisations, je sais que les valorisations ne font pas tout, mais quand vous êtes sur des acteurs américains qui se traitent à 40 fois les bénéfices, sur un Alibaba, vous êtes sur 10 fois les bénéfices. En haut de cycle, avant le Covid 2020, ça se traitait à 30 fois les bénéfices. Oui. Dans l'exagération des 2 années 2018-19, on était à 40 fois. Là, vous traitez à 10 fois et vous avez des métriques de croissance qui sont importantes. On n'oublie pas quand même la prime de risque politique. C'est pour ça que c'était ma question. Bon, alors effectivement, elle a augmenté partout, mais le risque politique en Chine, ça reste un sujet quand même. C'est un sujet. Après, c'est la poche de diversification. Vous le savez, vous le pilotez en régime de volatilité et dans la pondération que vous mettez sur cette zone-là. Après, c'est le risque reward et le risque de hausse qui est, semble-t-il, quand même très importante sur cette thématique-là aujourd'hui. Benoît Pelloual, la Chine, ça redevient une terre investissable, effectivement, à la lumière de ce que nous dit Arnaud Morel sur la concurrence en matière de tech qui existe en Chine aujourd'hui? Investissable, ça reste difficile d'investir en Chine. Néanmoins, nous, on regarde ça avec beaucoup d'attention parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant. On avait une situation macroéconomique qui était très compliquée, avec un pays qui commençait à avoir une espèce de cercle vicieux déflationniste, alors que le reste du monde
avec problème de persistance d'inflation. Et on voit qu'il y a du mieux depuis quelques temps, d'où justement le parcours des marchés actions chinois, avec des ventes au détail qui repartent, avec de l'investissement qui repart, de la distribution de crédit qui repart. On voit qu'il y a de la liquidité, etc. Donc ça repose quand même sur quelque chose. Il y a bien une inflexion qui est en train de se dérouler. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est la façon dont ça va rejaillir sur le cœur d'investissement qui est l'Europe, quoi, tout simplement, parce qu'il y a quand même si vous regardez le parcours des valeurs de croissance entre les États-Unis et l'Europe, où aux États-Unis c'est que de la tech, ça a super bien marché, les valeurs de croissance européennes, ça n'a pas du tout marché du fait de l'exposition à la Chine, bien sûr, et du cycle chinois qui posait beaucoup de questions. C'est probablement là où on a un argument, à mon sens, qui est supplémentaire en faveur de la zone euro en relatif. C'est-à-dire que certes, on s'inquiète de l'impact des droits de douane, etc., mais on a visiblement des développements plutôt positifs en Chine qui pourraient rejaillir sur les sociétés européennes qui sont très exposées, je pense au secteur du luxe, qui a très largement souffert justement de cette thématique. On a probablement quelque chose à jouer et qui apporte un argument supplémentaire à la thèse d'investissement de l'Europe en relatif, notamment aux États-Unis. Je réagis sur ce que vous dites, alors pas spécifiquement sur la Chine, mais sur l'impact des droits de douane. On s'inquiète de l'impact des droits de douane. Moi, je lis plutôt que l'impact en matière d'inflation, il sera plutôt aux États-Unis qu'en zone euro, mais ça reste un sujet d'inquiétude aujourd'hui, les 15% de droits de douane vis-à-vis de la... Enfin, en zone euro vis-à-vis des États-Unis? Non, effectivement, on souscrit tout à fait. D'ailleurs, c'est le consensus des économistes. C'est qu'au final, ce sont bien les consommateurs américains qui vont payer les barrières douanières. On est dans un monde dans lequel les barrières douanières sont significativement plus élevées. Ce fameux taux effectif dont on parle beaucoup aux États-Unis de droits de douane, il est à 17% aujourd'hui, c'est le plus élevé depuis 1936. Donc il y aura bien un impact. L'impact inflationniste ne sera pas forcément démentiel parce que l'économie américaine est surtout des services et pas des biens, mais il y aura vraisemblablement quand même un impact. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était matérialisé lors du premier mandat de Trump. Encore une fois, le premier mandat de Trump, on avait eu un peu plus d'inflation, ça avait coûté entre 0,3 et 0,7 points de PIB à l'économie américaine du fait du surcoût pour le consommateur américain. Il n'y a pas de raison que ce soit différent alors qu'on augmente, on fait x3 en termes de barrières douanières. Pour l'Europe, c'est l'environnement général qui fait que on a une tendance à avoir les échanges internationaux qui vont être problématiques, plus compliqués, et donc ça va rejaillir sur le cycle européen. Et c'est ça le risque justement pour l'économie européenne. Mais si d'un autre côté on a un gros, et c'est à la fois la faiblesse, mais surtout la force, à mon sens, de l'économie européenne, c'est d'être très ouverte à l'international. Donc ces droits de douane, c'est pas une super thématique pour l'Europe. En revanche, ce début de mieux qu'on peut voir en Chine, c'est quelque chose de très important, notamment pour les entreprises européennes. Alors, je vais vous poser une question difficile, Benoît Pelloual. Enfin, difficile parce que l'idée, ça va être de ne pas parler d'IA, vu qu'on en a déjà parlé. Il va falloir parler du reste. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui sur les marchés en matière d'opportunités ou d'investissement? Les small mid caps, on a eu un début d'inflexion du côté européen. Et ça, en fait, l'histoire des small mid en Europe, et c'est à notre sens probablement la même chose aux États-Unis, est plus lié au contexte d'accès à la liquidité, d'accès au crédit, que la réalité macroéconomique en réalité, puisque si on regardait les niveaux de valorisation et les parcours, on avait beaucoup de mal à les justifier par le simple fait de regarder le cycle macroéconomique. Et donc là, on est dans une phase où on a vu qu'en Europe, on a ajusté la politique monétaire, on revient à des conditions de financement qui sont un peu plus normales, et ça a coïncidé justement avec un début de redémarrage des small mid caps par rapport aux large caps du côté européen. Ça n'a pas encore été le cas aux États-Unis, à notre sens, la bonne et simple raison que la politique monétaire reste encore relativement resserrée. Et là, c'est effectivement un éventuel pari à jouer, mais de la même manière où les small mid caps ont été excessivement victimes sur leur valorisation d'un cycle économique qui ne le justifiait pas, on peut légitimement penser qu'en termes de performance relative, elles peuvent mieux se comporter, même si l'économie est en train de ralentir, tout simplement parce que le paramètre important sera le desserrement des conditions de crédit. Donc ça, c'est effectivement un paramètre à regarder. On a eu cette inflexion en Europe là, depuis quelques temps. Nous, on le surveille côté États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas un redémarrage des small mid caps aux États-Unis qui est en train de se préparer? En tout cas, c'est quelque chose qu'on va regarder dans cette stratégie de rechercher des primes de risque en relatif. Mais qu'on ne voit pas du tout à l'heure actuelle. Pour l'instant, non, on le voit en Europe. Aux États-Unis, ça n'a pas encore été le cas. L'entrée dans un desserrement de la politique monétaire, une fois qu'on aura véritablement la possibilité de pouvoir baisser les taux aux États-Unis, pourrait justement donner cette corde de rappel aux valorisations pour les small mid caps américaines. Small et mid caps américaines, est-ce qu'en Europe on regarde les valeurs du luxe par exemple, vous disiez, avec le retour enfin peut-être que Arnaud Morel en parlera, mais qu'est-ce que vous regardez d'autre que... Je pense qu'Arnaud en parlera mieux que moi, mais effectivement oui, c'est un des thèmes. Ces sociétés ont considérablement souffert
de l'environnement international, et c'est pas la géopolitique, en tout cas c'est cette thématique des barrières douanières. On a passé le pic d'incertitude, même si c'est clairement pas, on a clairement pas le vent dans le dos grâce à cette thématique, mais on a passé le pic d'incertitude et on a du mieux du côté de la Chine, auquel sont très exposées ces valeurs. Donc ouais, effectivement, le secteur du luxe, de façon plus générale, les valeurs de croissance européennes, etc., plutôt internationales, c'est quelque chose qui nous semble assez pertinent de nouveau à regarder de notre côté. Ouais. Arnaud Morel, même question. Qu'est-ce qu'on regarde sur les marchés financiers quand on ne parle pas d'IA et qu'on ne regarde pas l'IA? Parce que je le mets de côté, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques en bourse qui se regardent à l'heure actuelle? Je valide les small caps, en tout cas européennes, clairement aujourd'hui. Ce qui avait coupé un petit peu l'herbe sous le pied des small caps, c'était l'inflation et surtout la remontée des taux directeurs. Donc là, on voit que les premiers ressentis de la baisse des taux et une croissance qui se tient pas trop mal en zone euro permet aux small caps aujourd'hui de reprendre des couleurs en bourse, clairement, des niveaux de valorisation qui sont toujours décotés en relatif par rapport aux grandes caps, toujours décotés en relatif également par la moyenne historique des 10 dernières années. D'accord. Et en plus, on pourrait dire, alors c'est un argument qui se prend au pan, difficilement vérifiable encore, mais en tout cas c'est un argument supplémentaire, elle semble quand même un peu immune des taxes douanières. Enfin clairement, c'est des sociétés qui font leur chiffre d'affaires en zone euro, clairement. Oui. Donc, c'est quand même un point positif. Sur la partie luxe, clairement, c'est très intéressant. Sur la publication de LVMH fin juillet, croissance organique ressort à -3, à peu près, on attendait -1. Et c'est la réaction de marché. Et justement, ça a été, voilà, en tout cas, on l'espère, un bottom sur les BPA et un bottom marché sur les cours à 470. Vraiment intéressant. Et on voit toujours cette corrélation entre les BPA et le cours. Et aujourd'hui, c'est la réaction du marché qui a été faite, et par tout ce qui a été très bien dit par Benoît sur toutes les forces de soutien en Chine. Bien sûr. C'est comment ça se passe en bourse. Le CSI 300, c'est pratiquement 10% de hausse sur le mois d'août. Donc c'est vraiment cette participation des valeurs locales et qui ont des chiffres d'affaires, on va dire, locaux, qui montrent la bonne santé ou potentiellement la bonne santé du consommateur ou la reprise de la consommation interne en Chine, qui pourrait se reporter sur les valeurs du luxe. Et troisième point, c'est que ces valeurs, on les connaît, elles ont quand même un pricing power très important pour être, on va dire, protégées en partie des taxes douanières sur l'entrée du territoire américain. Le point aussi qui est à surveiller, c'est on dit souvent que le marché américain est très concentré. C'est vrai, la perf des 5 premières valeurs, c'est 70% de la performance. En Europe, Stoxx 600 prend le même analyse. Il vous en avait 10. C'est un marché plus éclaté en termes de pondération. Les 10 premières positions font également 70% de la performance. Et dedans, vous avez 80% de valeurs, ce sont des bancaires, et une valeur française, Société Générale. Ce qu'on pense aujourd'hui et ce qu'on espère par rapport à tout ce qui est dit, avec une macro qui se tient, un soutien de la politique monétaire, c'est d'aller chercher aussi sur les grandes capitalisations à Schneider, qui a souffert, on va dire, de la dévaluation du dollar, puisque 40% de son business est fait là-bas. Donc on regarde, les BPA a fait le travail, le cours de bourse a fait le boulot, donc Schneider, c'est une valeur qu'on aime aussi. ASML, voilà, le carnet de commandes, certes, a déçu, mais aujourd'hui, si vous voulez être présent, en tout cas en Europe, sur la partie thématique intelligence artificielle, ASML est un acteur indéboulonnable, avec une valorisation, pour le coup, qui s'est quand même beaucoup décontractée, et avec quand même des caractéristiques de potentiel d'amélioration des bénéfices par action, qui semblent assez importants, et avec une visibilité et un thème majeur d'investissement dans les prochaines années. Voilà un petit peu ce qu'on a. Il nous reste un tout petit peu de temps, Benoît Pelloual. J'ose une dernière question. Je rebondis sur ASML mentionné par Arnaud Morel. On a vu cette semaine donc Mistral AI, première décacorne française, plus de 10 milliards de dollars de valorisation en lien avec un investissement réalisé par ASML. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on parle d'une start-up française qui a été courtisée par des géants américains et qui finalement a réussi à trouver des financements en Europe. Est-ce que ça ouvre la porte à cette idée, ce rêve un peu d'aller chercher des financements européens pour faire émerger des géants du numérique? On aimerait que ce soit le cas. Malheureusement, Mistral, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et je ne pense pas que ce soit généralisable au reste de l'Europe, mais effectivement, on aimerait avoir plus d'histoires de ce type. Mais le fait est que quand on regarde les statistiques, la plupart des sociétés européennes, à un certain stade de leur développement, n'ont pas d'autre choix finalement que d'aller aux États-Unis pour accéder beaucoup plus facilement au financement. Donc c'est une très bonne nouvelle, mais je ne pense pas que ce soit représentatif plus généralement de ce qui se passe en Europe. Non. Bon, en tout cas, on peut se féliciter de cette nouvelle, effectivement. Merci à tous les deux. Merci Benoît Pelloual, CIO chez Natixis Wealth Management. Merci également Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat chez Prompar Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.